Laure Mandeville, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'ancien chef du bureau des Amériques pour Le Figaro pendant 8 ans, Exactement, et puis actuellement membre associé d'un think tank américain. absolument Et aussi. puis vous êtes aussi grand reporter à l'international pour Le Figaro. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui nous voulons parler qu'après 3 semaines après la victoire de Donald Trump aux États-Unis à la présidentielle, déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer le succès de Donald Trump qui a été si peu prévu par les médias et puis jusqu'au bout, ça a été donc la surprise. Ben, en fait, c'est vrai que cet homme est la surprise de l'année et c'est aussi l'homme de l'année aux États-Unis, puisqu'il a dominé de manière absolument, je dirais, à la fois royale et scandaleuse à mains égards cette présidentielle depuis le début de la primaire, depuis en fait le moment où il se présente sur son escalator à la tour Trump avec sa femme pour annoncer qu'il va rendre sa grandeur à l'Amérique et stopper l'immigration illégale, renégocier les accords de commerce qu'il estime injustes pour les Américains, bref, défendre avant tout les intérêts de l'Amérique. Il se dresse finalement comme un homme anti-système alors qu'il est sorti lui-même du cœur du système. C'est un homme qui a formidablement réussi, qui est multimilliardaire, une espèce d'image de succès éclaboussant et à bien des égards aussi clinquant, mais qui n'a pas du tout découragé son électorat potentiel. Bref, cet homme, à partir de ce moment où il parle, il ne quittera plus le top des sondages. Il monte au firmament des sondages. Soudain, le peuple américain prête l'oreille, se dit mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Enfin, quelqu'un qui répond à des préoccupations profondes et anciennes que nous avons et qui ont été complètement écartées. Donc il entre en dialogue avec une partie de l'Amérique qui ne se reconnaît pas dans le pouvoir qui est aux commandes et dans aussi l'idéologie de toute une élite, à la fois républicaine et démocrate. Donc voilà pourquoi Donald Trump a connu le succès, c'est qu'il n'a pas eu peur d'aller contre tout le monde, contre toutes les élites, contre les médias, contre des tas de postulats. Ça a été violent, brutal, parfois Un peu grossier. Exactement. Mais ce que disaient ses conseillers, moi que j'interrogeais régulièrement, c'était pour cet homme qui a vécu qui a grandi dans le milieu new-yorkais de l'immobilier, qui est un monde très dur, très obésien, brutal parfois. Quand on veut gagner, on en prend les moyens. Donc pour lui, c'est au fond, tous les coups sont permis pour arriver à son but quand on est sur le ring de la bataille, et qu'il a toujours dit qu'il changerait une fois arrivé aux affaires, et c'est toute la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va se présidentialiser? Alors, comment est-ce que vous expliquez justement la défaite des élites politiques dans un pays qui était marqué quand même par la dynastie Kennedy, qui a été marqué par les Bush, et puis ce candidat qui est issu du système finalement finit par être le candidat anti-système comme vous avez dit. Comment vous l'expliquez? Je l'explique d'abord par le fait que les élites avaient décidé au début de cette campagne que ça serait l'affrontement de deux familles qui dominent la politique américaine depuis 30 ans. La première, c'est la famille Bush, puisque toute l'élite républicaine s'était portée vers Jeb Bush, qui était l'ancien gouverneur de la Floride, et pensait que Jeb serait le candidat idéal de l'élite républicaine. Et face à Bush, il y avait Hillary Clinton, qui a d'entrée de jeu écarté pratiquement toute possibilité de candidature au sein du Parti démocrate, à part le vieux Bernie Sanders qui a osé aller contre elle et a connu un succès phénoménal qui montrait bien en fait que l'Amérique avait faim d'autre chose. Et donc on s'est trouvé dans une année où on voulait nous vendre de l'establishment et du passé, et où les gens voulaient du nouveau et de l'antisystème. Et c'est pour ça qu'on a eu finalement deux personnages qui ont véritablement animé cette campagne. Ça a été d'une part Donald Trump sur la droite et de l'autre Bernie Sanders sur la gauche. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'une partie des électeurs de Bernie Sanders ont refusé de soutenir Hillary Clinton et se sont portés en fait sur Donald Trump. Donc ça c'est très intéressant parce que les deux finalement ont remis à l'honneur des questions, par exemple des questions de classe.
l'abandon de toute une classe ouvrière, de toute l'Amérique abandonnée, notamment de l'ancien cœur industriel du pays, mais aussi une partie de l'Amérique rurale qui ne se retrouvait pas dans le discours en vogue à Washington. C'est absolument passionnant. Il y a eu aussi dans la démarche de Trump un élément culturel, c'est-à-dire un refus de l'idéologie postmoderne qui finalement était devenue la doxa absolue des élites et que même les républicains, alors qu'ils n'étaient en grande partie pas d'accord, n'osaient pas défier parce qu'ils avaient peur d'être traités de ringards ou de racistes. Et Trump n'a pas eu peur et c'est pour ça que les gens l'ont suivi. Est-ce que sa stratégie finalement ça a été de prendre à rebours totalement le politiquement correct qui est surprégnant dans la société américaine? Absolument. Je crois que Trump, c'est aussi, c'est un des éléments que je montre dans mon livre, parce qu'il y a, comme vous le voyez bien, plusieurs éléments qui se sont agglutinés pour faire son succès. Mais la question du politiquement correct a été très importante à mon avis. Il y avait une vraie faim d'envoyer un coup de pied au derrière de beaucoup d'éléments par exemple de cette sorte de musellement du langage où on ne pouvait plus parler de rien. Il y a eu des choses absolument absurdes qui se sont développées dans les dernières années. J'avais montré dans certaines de mes enquêtes sur les campus américains, par exemple, où on est tellement parti loin dans la déconstruction de tous les modèles traditionnels que finalement tout n'est plus conçu qu'en termes d'appartenance à une catégorie ou à une minorité. Si on n'est pas membre d'une minorité du genre, donc une femme, ou si on n'est pas raciale ou religieuse, on se retrouve finalement du mauvais côté. Donc il y a eu une sorte de rejet de tout ça, de volonté de casser les barrières. Les gens en ont marre d'entendre parler, par exemple, des toilettes transgenres à longueur de journée sur les campus, de voir se créer ce qu'ils appellent safe spaces sur les campus où les gens pourraient aller se réfugier, écouter de la musique douce parce qu'ils se sentent malheureux ou offensés dans leur identité. Et vous avez énormément de professeurs, par exemple, qui, pourtant étant libéraux, ont pensé que tout ça était allé trop loin et on leur a demandé peu à peu, il y a eu une sorte de prise du pouvoir par des étudiants très à gauche et aussi un personnel administratif pour dire pour forcer les professeurs, par exemple, à justifier tous les éléments du cursus intellectuel qu'ils devaient donner à leurs étudiants en termes d'inclusivité, de défense de telle ou telle minorité, à tel point que vous avez des professeurs de sciences politiques qui ont toujours enseigné Platon, Socrate, Tocqueville et d'autres, et qui devaient aller justifier dans des mémorandums ce qu'ils allaient enseigner, et donc leur instinct, c'était mais où est l'universel dans tout ça? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et je crois que dans le vote Trump, il y a aussi, paradoxalement, contrairement à ce qu'on a dit, un rejet des catégories et une volonté de rechercher ce qui lie tous les Américains. En fait, c'est une sorte d'extension outrancière du domaine de la lutte et pour récupérer cette fameuse lutte des classes marxistes. Et donc on l'applique à toutes les minorités et en fait on segmente complètement la société. Et alors quel est le rôle de Stephen Bannon dans cette communication de Trump dans sa campagne, selon vous? Oui, alors ce qui est intéressant, Bannon, c'est vrai que moi je reste assez prudente sur Bannon parce que j'estime ne pas bien avoir cerné encore et connaître le personnage, même si je l'avais interviewé en 2010 alors que personne ne le connaissait, quand il était l'idéologue et le cinéaste du Tea Party. Je l'avais rencontré dans le Tennessee à cette époque-là, quand il faisait ses films pour essayer de montrer cette Amérique conservatrice, anti-État, qui voulait rendre au fond au local et aux États un rôle beaucoup plus grand. Il y avait un vrai désir conservateur dans ce mouvement et il avait été un peu l'idéologue, l'interprète de tout ça. Il a grandi à partir de 2012 de manière absolument colossale quand il est devenu le patron du site anti-système qui s'appelle Breitbart.com, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, qui a énormément de lecteurs, qui a un public très large en fait. Très large et qui est vraiment se présente un peu comme le site populiste anti-élite qui veut mettre à bas justement le politiquement correct, qui parfois y va pas avec le dos de la cuillère, pas du tout dans les nuances, parfois même avec des informations qui sont vraiment limites ou qui peuvent être très
très brutale dans la facture, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une droite décomplexée et qui dit à la gauche, vous avez eu une sorte de magistère et de monopole sur la définition de ce qui peut être dit et pas dit, nous allons casser ce monopole. Donc ça, en fait, c'est ça, Bannon. Alors, il a été accusé d'antisémitisme, je ne suis pas du tout sûre que ce soit un antisémite. Je lisais d'ailleurs un article sur le site de Breitbart d'un juif, qui s'appelle David Horowitz, qui l'a défendu en disant qu'il n'y avait pas une fibre antisémite dans le corps de Steve Bannon. Il a d'ailleurs travaillé pour Goldman Sachs. C'est un homme qui a un parcours extrêmement intéressant, très atypique. Il a été dans l'armée pendant des années. Après, il a été à Harvard. Il a fait un diplôme de business, puis a rejoint Goldman Sachs avant d'aller vers Hollywood et les médias, etc. Donc c'est un personnage extrêmement complexe et qui se défend absolument de faire partie de cette droite blanche suprémaciste. Il dit « Je suis un nationaliste, mais je ne suis pas un nationaliste blanc, je suis un nationaliste économique et ce que nous allons faire, c'est défendre les intérêts de l'Amérique avant tout. » Moi, je pense que son rôle au sein de ce dispositif, mais c'est une intuition qu'il faut confirmer dans les faits, c'est que ça sera l'homme du récit politique de la présidence. C'est-à-dire que je pense que l'équipe Trump est complètement consciente qu'elle a gagné cette élection contre toute l'élite médiatique et que ce qui s'est passé est un coup majeur pour les médias qui se sont trompés en fait dans une grande mesure, qui en plus ont pris parti dans cette campagne tous contre Trump et donc qui finalement ont perdu une part de leur légitimité de quatrième pouvoir. Ces médias vont vouloir reconquérir ce statut de quatrième pouvoir, ils sont très nerveux et on les comprend dans une certaine mesure et moi je soutiens ce combat si c'est un combat pour être le contre-pouvoir. En même temps, la tentation, c'est que ça soit aussi une sorte de désir de vengeance. Et donc, Trump, comme il s'y attend, va mettre en place un système pour contourner ce pouvoir, même s'il va devoir faire avec la presse. Il l'a montré, il est allé au New York Times, il leur a dit qu'ils étaient le joyau de la presse américaine, mais en même temps, il avait tweeté juste avant que c'était un média qui était en train d'échouer. Et donc, je pense que c'est une manière de dire « je ne serai pas votre prisonnier ». J'aurai des contacts avec vous, mais je n'aurai pas de compte à vous rendre et je vous contournerai, je passerai par-dessus votre tête pour aller porter ma vision de ce que je fais à travers mon compte Twitter, à travers Facebook ou à travers des médias alternatifs style Breitbart. Donc je pense que en fait, cette relation entre Trump et la presse va être très importante et à suivre parce que dans une certaine mesure, je pense que l'avenir de cette présidence et aussi de la démocratie en dépend. Et alors, est-ce qu'on peut parler, dans le succès de Trump et dans l'engouement suscité par Bernie Sanders, de vote populiste aux États-Unis? Est-ce que vous pensez que c'est juste? Et quelle est la particularité du populisme américain? Oui, en fait, de vote populiste, j'avoue que le mot populiste est un mot difficile à manier. C'est vrai qu'il y a un élément populiste dans la manière, il s'est appuyé sur des slogans qui sont parfois, comment dire, un peu rapides. Par exemple, l'idée qu'en instaurant une forme de protectionnisme économique, en renégociant tous ces fameux deals qu'il estime avoir été défavorables, l'Amérique pourrait voir magiquement revenir les usines, les emplois dans ces zones totalement désindustrialisées qui avaient été le cœur industriel de l'Amérique. Bien sûr qu'il y a un côté populiste si ça veut dire simplificateur ou si c'est des promesses qui ne seront peut-être pas toutes tenues. Parce qu'évidemment, l'une des questions, c'est quelle va être la marge de manœuvre de Donald Trump pour faire revivre cette industrie. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Alors, il peut peut-être faire un certain nombre de choses, peut-être en donnant des incitations fiscales aux boîtes qui sont parties créer leurs usines en Asie, en leur disant revenez parce que vous allez avoir un contexte fiscal beaucoup plus favorable. Maintenant, toute la question, c'est est-ce qu'il va y arriver? Je pense qu'il va y avoir un débat parmi les économistes, que l'intérêt, c'est que ce débat, en tout cas, s'ouvre, alors que jusqu'à présent, il était complètement fermé. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Ça, c'est une vraie question. Mais je crois qu'en même temps, il y avait une nécessité, aussi bien à gauche avec Sanders qu'à droite avec Trump, de remettre dans le jeu cette Amérique qui avait été, disons-le très clairement, abandonnée. Moi, je me suis promenée beaucoup pendant la campagne. J'ai fait une chronique de cette région de l'Ohio désindustrialisée qui vote Trump. C'était absolument passionnant de voir ces gens qui ont le sentiment qu'ils sont tombés dans une sorte de ghetto, mais pas noir, blanc. Et en fait, ce qui m'avait donné l'idée de faire
cette enquête, cette chronique dans cette petite ville, c'est que j'avais lu un article, un livre d'un jeune Américain qui était un ancien Marines, qui après a réussi à aller à Yale et qui lui est sorti du ghetto et qui racontait que quand il s'était rendu la première fois dans une conférence d'un spécialiste des ghettos noirs urbains, il avait eu le sentiment d'entendre exactement ce qui se passait dans la communauté, sauf que sa communauté était blanche. Donc je crois que, en fait, au-delà des questions raciales, il y a un vrai problème aujourd'hui d'inégalité profonde aux États-Unis entre une Amérique qui s'en sort et qui a profité de la globalisation et une autre qui en a pâti. C'est toute la question, et elle va bien au-delà de l'Amérique d'ailleurs. Tout à fait. Et alors, que penser de l'actuel recomptage des voix dans certains États, notamment le Wisconsin? Est-ce que ça peut aboutir à une remise en question du président Trump? Qu'est-ce que vous en dites? Ça me paraît quand même très douteux, mais en tout cas, il va y avoir une bataille aussi. Ce qui est clair, c'est que ça montre que Trump n'a aucun état de grâce. Il est attendu au tournant par les élites qu'il a battues. Il a gagné sans elles, et donc ces élites cherchent à délégitimer déjà, et notamment à gauche, sa présidence. Et je pense que cette idée du recomptage est clairement une tentative pour remettre en cause la légitimité du résultat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un discours actuellement sur effectivement les 2 millions de voix que Hillary Clinton, qui seraient favorables à Hillary, ce qui est une réalité. Même si Trump a lancé un pavé dans la mare, j'ai vu ce week-end, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en disant qu'il y avait eu beaucoup de fraude et que des millions de gens avaient voté alors qu'ils n'avaient pas le droit. Ça me paraît quand même hasardeux de parler de millions de gens qui auraient voté de manière frauduleuse. Mais tout ça, c'est une bataille au fond une bataille politique en réalité dans le politique, et lui voulant relégitimer sa présidence, eux essayant de la délégitimer. Ce qu'il faut dire sur ce vote populaire, c'est que l'essentiel du vote populaire d'Hillary, c'est la Californie. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un État extrêmement peuplé qu'elle a donc un vote populaire plus important, parce que la Californie est à gauche, mais en même temps, ce que montre ce résultat, c'est que dès l'origine, la Constitution américaine a voulu rééquilibrer justement entre les différents États pour que les États ruraux et moins peuplés puissent avoir une représentation. Et Trump, en fait, a fait campagne dans les États clés. Donc s'il avait fait campagne en Californie, peut-être le résultat aurait été aussi différent. Oui. Et est-ce que vous pensez du coup que le système des grands électeurs est juste dans cette manière de représenter, de donner un nombre de grands électeurs donc pour la Rust Belt et pour contrebalancer en effet une Californie peut-être un peu jet-setteuse? Alors c'est très schématique, mais qu'est-ce que vous en pensez du système? Moi je pense que, en tout cas, c'est un sujet très difficile, mais je crois que dès l'origine, les pères fondateurs ont été conscients en fait de ces différences entre plusieurs Amériques, parce que soyons clairs, l'Amérique reste un pays divisé entre plusieurs pays en réalité qui n'ont pas nécessairement la même conception de la société, en tout cas pas totalement. Et donc l'idée a toujours été dans leur esprit de l'équilibre. Et donc l'équilibre entre différents États, donc différentes traditions rurales, urbaines, religieuses, le Sud, le Nord, et dans toute la si vous voulez, l'appareil politique américain, c'est une volonté de faire en sorte qu'aucun des éléments du système ne prenne le dessus sur les autres. Donc il n'était pas question de laisser des États ultra-urbains, peuplés, libéraux, prendre le dessus sur les autres. Il n'était pas question de laisser la présidence prendre le dessus sur le Congrès, ni le Congrès sur la présidence. Et donc on voit qu'en fait, la Constitution américaine, c'est au fond neutraliser un peu tout le monde pour que tout le monde y retrouve son compte. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un système qui, en tout cas jusqu'à présent, a fait ses preuves. Il faut rappeler que, contrairement à bien d'autres pays, l'Amérique a eu des crises profondes. Elle s'est déchirée même dans une guerre civile, mais elle n'a jamais eu de tyran. Il n'y a pas eu de tyrannie dans ce pays depuis l'origine. C'est un pays où les contre-pouvoirs sont tellement forts qu'elle écarte le spectre du tyran, et je crois que c'était d'ailleurs le principal but des gens qui ont fondé les États-Unis. Merci. Une dernière question. Que pensez-vous du président Trump à l'international? Quel crédit donnez-vous à son apparente bienveillance en direction de Vladimir Poutine, par exemple? Je crois que c'est un sujet vraiment de grosse interrogation. Que c'est vrai que Trump a secoué le cocotier à l'international exactement de la même manière qu'il l'a fait
à l'intérieur et avec des remous qui ont produit des inquiétudes légitimes, notamment chez ses alliés de l'OTAN, quand il a dit « Oh, mais après tout, si vous ne payez pas, ce sera du donnant-donnant. Je ne suis pas sûr de vouloir garantir l'article 5, qui est que quand un pays de l'OTAN est attaqué, tout le monde est solidaire. » Et donc ça, c'était quand même une grosse inquiétude. Il y a eu le même type de discours sur des alliés extrêmement proches comme le Japon ou la Corée, qui ont provoqué aussi des inquiétudes légitimes. Depuis, Trump a rétrogradé, revenu à des positions beaucoup plus modérées et beaucoup plus pragmatiques. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il y a encore une grande incertitude, qu'on aura sûrement de grosses surprises avec lui. Oui. C'est un homme de surprise et qui va jouer de l'effet de surprise dans ce qu'il va faire. Mais que ça sera, moi, mon pari, c'est que ça sera un pragmatique et qu'il arrive, que ce ne sera pas un homme de système. Il a des instincts et son instinct est plutôt à défendre les intérêts de l'Amérique et ne pas être une force d'intervention excessive dans le monde, parce qu'il a tiré les leçons de la guerre d'Irak qui a été un désastre. Il arrive après une présidence Obama qui a été aussi une présidence de repli relatif, qui a donné de très mauvais résultats. Il est quand même entouré de gens comme par exemple le général Michael Flynn, qui est un homme qui a été sur le terrain et qui considère que la menace islamique est une menace majeure pour l'Occident. Donc moi je vois mal Donald Trump devenir un isolationniste, mais il va faire des choix. Et vis-à-vis de la Russie, c'est vrai qu'il a une forme de fascination pour l'homme fort, Poutine, à mon avis très excessive. Et je pense que la réalité se chargera de le ramener à une appréciation plus réaliste de la menace russe qui est réelle. Aujourd'hui, la Russie est un pays qui se sent pousser des ailes et qui a, il faut quand même le rappeler, annexé une partie d'un pays étranger, qui a envahi de manière, avec une guerre hybride non avouée, tout l'est d'un pays indépendant dont elle avait pourtant reconnu les frontières. Donc ce n'est pas des minces affaires. Et je pense que Donald Trump devra évidemment prendre la mesure de toutes ces menaces. Il essaiera d'ouvrir le jeu, de parler avec Poutine, ça c'est clair, sur la Syrie notamment. Mais il faut aussi savoir que son prédécesseur Barack Obama avait laissé toute latitude à John Kerry pour parler avec les Russes sur la Syrie et qui ne sont arrivés à rien. Donc est-ce que Trump saura faire mieux? C'est une vraie question. Et l'autre question, c'est s'il arrive à un deal, qu'est-ce qu'il donnera en échange? Et donc ça, c'est évidemment une question qui provoque beaucoup de nervosité, notamment à l'est de l'Europe, où on espère qu'il n'y aura pas une forme de Yalta 2 au-dessus de la tête de l'Europe de l'Est. Merci beaucoup, Laure Mandeville.